Bienvenue sur la revue du 39, il est 9h37, bonjour. Aujourd'hui, nos invités spéciaux sont Théo Curva et Valérien Pénélas. On commence tout de suite avec l'arrestation de Salah Abdeslam, celui qui a atteint un sommet du crime avec les attentats de Charlie Hebdo. Oui, parfaitement. D'après le journal Le Monde, Salah Abdeslam aurait été arrêté le vendredi 18 mars à Molenbeek, dans la région de Bruxelles. Le jeune homme de 26 ans a été placé en détention provisoire et inculpé de meurtre terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste, dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris. Oui, l'homme le plus recherché d'Europe se cachait dans un immeuble situé à quelques centaines de mètres de chez ses parents. Le Parisien ajoute, le survivant des attentats du 13 novembre a passé la nuit sous haute surveillance. Salah Abdeslam a dormi à Fleury-Mérogis, en Essonne, dans l'une des plus grandes prisons d'Europe. Il s'y trouve sous le régime de l'isolement et sous vidéosurveillance. Transféré mercredi matin de Belgique, il a été mis en examen pour assassinat terroriste quelques heures après son arrivée en France. En fin de journée, il a été conduit dans cette prison située à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale, où il a été placé à l'isolement. Valérian, quelque chose à ajouter ? Oui, aussi, Paul Gonzalez, journaliste au Figaro, affirme il y a un mois la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire de Paris est allée visiter les locaux rénovés de Fleury-Mérogis pour constater que c'était l'établissement pénitentiaire dont les normes de sécurité étaient les plus élevées en région parisienne. Et j'ajouterais même que les travaux récents de la plus grande maison d'arrêt d'Europe ont permis de placer le quartier d'isolement où a été directement conduit Salah Abdeslam à son arrivée. Il est désormais sous la protection directe d'un mirador. Il risque également de se voir confisquer ses vêtements au profit d'un kit pyjama en papier pour éviter tout risque et, pour la première fois en France, sa cellule sera équipée de caméras de vidéosurveillance. Et si Salah Abdeslam est autorisé à des promenades, elles seront solitaires dans une cour contiguë à sa cellule. Il devrait en revanche avoir droit à la télévision, mais non aux activités en détention afin d'éviter tout contact avec les autres détenus. Parfaitement, et les personnes autorisées à lui rendre visite au parloir seront déterminées par le magistrat, instructeur, et l'ensemble de ses contacts extérieurs seront contrôlés par l'administration. Donc, après les explosions des attentats, l'explosion de Martin Fourcade au biathlon, le Catalan, toujours au sommet. Le journal L'Équipe nous informe que Martin Fourcade a été sacré champion du monde de sprint samedi 5 mars à l'occasion des mondiaux de biathlon organisés à Oslo. Parfaitement, et le journal Libération ajoute: le Français, parfait au tir et très impressionnant sur les 10 km de ski de fond, a devancé la légende norvégienne Ol Einar Bjørndahl, deuxième, et l'Ukrainien Sergei Semenov, troisième. Parfaitement, Fourcade, déjà sacré avec le relais mixte, décroche aussi déjà sa deuxième médaille d'or des mondiaux en 2 courses. Et les chiffres historiques commencent à s'accumuler pour le Catalan. Double champion olympique à Sochi en 2014, 7 titres mondiaux à titre individuel. À 27 ans, c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il est sacré en sprint, après son succès aux mondiaux de 2012. Il compte aussi désormais 7 titres mondiaux à titre individuel, égalant le record français de Raphaël Poiré, figure emblématique de la discipline en France. En tout, il est en même à 8 titres mondiaux avec le relais mixte, égalant là aussi le chiffre record de Poiré. Et ce n'est sans doute pas fini puisque Fourcade a également creusé un écart conséquent qui lui permet d'envisager la poursuite de dimanche avec sérénité. Derrière lui, Bjørndahl, 42 ans, continue lui aussi à décrire l'histoire avec ce 41e podium mondial. On reste parmi les grands de ce monde avec un événement improbable, rencontre au sommet entre Barack Obama et Raúl Castro. Hector Lemieux, reporter au journal Le Figaro, déclare: Barack Obama est arrivé dimanche 20 mars à Cuba pour une visite historique de 48 heures, une première depuis la révolution castriste de 1959. Si le président américain est populaire dans l'île, les Cubains espèrent bien peu des bénéfices de cette visite. Parfaitement, et le Monde ajoute: cette visite, qui durera jusqu'à mardi, vise à rendre irréversible le rapprochement entre les États-Unis et Cuba, amorcé par Barack Obama en décembre 2014, souligne la Maison-Blanche. Les relations diplomatiques ont été rétablies en juillet entre les deux pays, qui continuent néanmoins d'entretenir des profonds désaccords. Oui, accompagné de son épouse Michelle Obama et de leurs 2 filles, Sacha et Malia, le président américain s'est rendu sous une pluie battante dimanche soir dans la cathédrale de la Havane, trésor baroque du XVIIIe siècle. Il y a rencontré la cardinale Gemma Ortega qui a joué un rôle majeur dans la percée diplomatique de Dijon 2014.
Exactement. Rencontre avec Raúl Castro et discours au peuple cubain. Outre la rencontre lundi avec son homologue cubain Raúl Castro qui sera suivi d'une apparition conjointe devant la presse et d'un dîner d'État, le point d'orgue de la visite de Barack Obama aura lieu avec le discours au peuple cubain que compte prononcer le grand président américain depuis le Grand Teatro de La Havane et qui sera retransmis par la télévision cubaine. Barack Obama doit aussi rencontrer mardi des personnalités de son choix, dont des opposants au régime castriste. Valjean, qu'est-ce que chose à ajouter? Oui, Eric Landa, l'envoyé spécial du journal Libération, précise mardi, Barack Obama a conclu son voyage en présidant un match de baseball entre les professionnels de Tampa et les amateurs de la section cubaine. Oui, les visiteurs l'ont nettement emporté. Le président n'est resté qu'une vingtaine de minutes afin de ne pas manquer son avion de retour pour Washington. Et il n'a pas effectué le coup d'envoi comme certains l'attendaient. Mais il a tout de même lancé de la balle dans le camp de Raúl Castro. C'est maintenant au Parti communiste cubain d'indiquer s'il souhaite aller plus vite dans les réformes économiques et le respect des droits fondamentaux. Parfaitement, et il aura l'occasion du 16 au 18 avril, à l'occasion de son 7e congrès. D'après Jonathan Herbst, rédacteur au journal Le Parisien. Image absolument inimaginable pendant des décennies. Le président des États-Unis a échangé cela dit avec une longue poignée de main avec son homologue cubain de 30 ans, son aîné, au palais de la Révolution de La Havane. Puissant symbole de la lutte contre l'impérialisme américain, ils se sont ensuite retirés pour un entretien à huis clos à l'issue duquel ils devaient s'exprimer devant la presse. Oui, les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques en juillet 2015 et Washington a rayé Cuba de sa liste des pays soutenant le terrorisme en mai, mais les contentieux restent de taille entre les deux anciens ennemis de la guerre froide. La une de Charlie Hebdo avec au sommet des ventes et aussi au sommet des critiques, ce numéro spécial que certaines personnes ont trouvé provocatrice. Un numéro spécial, un an après les attentats de Charlie Hebdo, où Cuba, Anouré, Kignou, Wolinski et d'autres ont perdu la vie. Une en noir et en blanc, un signe de deuil avec un dieu taché de sang. Charlie dénonce les religions et l'absurdité des gens qui agissent sans même réfléchir aux choses écrites dans la Bible ou le Coran. On voit un dieu blanc armé de Kalachnikov avec le symbole des francs-maçons sur la tête. C'est une affaire polémique car Charlie critique les religions, car un an après les attentats de Charlie Hebdo, il y a toujours des attentats partout en Europe. Charlie Hebdo dénonce l'omniprésence des religions dans les problèmes des attentats. Voilà pour cette une de ce dessin de presse. On enchaîne tout de suite avec la jungle de Calais. Le nombre de migrants de la jungle a atteint un sommet. Pour Fabienne Bucchio, trop c'est trop. Officiellement ouvert au printemps pour libérer le centre-ville de ces migrants et les regrouper, le camp est devenu un immense bidonville structuré par une économie de survie, ville misérable mais active. Parfaitement, la préfète du Pas-de-Calais va réduire de moitié la surface de la jungle de Calais, annonce le nouvel OBS. Le Figaro ajoute ces opérations de démantèlement se poursuivent alors que nous avons appris que samedi matin, une manifestation non autorisée de militants d'extrême droite s'est déroulée dans les rues de Calais. Bernard Cazeneuve a assuré que la France ne laisserait pas quelques extrémistes instrumentaliser la question migratoire à Calais. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur annonce que 80 individus d'un groupuscule d'extrême droite ont tenté de troubler l'ordre public dans la ville avant d'être rapidement dispersés par l'intervention rapide et efficace des forces de l'ordre. Oui, et environ 80 personnes selon la préfecture, 130 selon un communiqué du groupuscule Génération Identitaire, s'étaient réunis dans la ville pour protester contre la présence de migrants dans le camp de Calais. Fabienne Bucchio a annoncé vendredi 12 février qu'elle donne une semaine aux migrants qui campent dans la partie sud du bidonville pour quitter les lieux. Entre 800 et 1000 personnes installées sur 7 hectares dans des tentes et des cabanes seraient concernées. On passe d'une classe sociale à l'autre avec des prix au sommet du jamais vu. Une légendaire Ferrari de course des années 1950 a été vendue ce vendredi plus de 32 millions d'euros à Paris, battant le record absolu pour une voiture aux enchères, a constaté une journaliste de l'AFP. Oui, cette Ferrari 335 Spider de 1957 est dotée d'un impressionnant
palmarès a été adjugé au marteau pour 28 millions d'euros par Hervé Poulain, commissaire-priseur chez Articurial. Il s'agissait de la fourchette basse de l'estimation, la haute étant de 32 millions d'euros. Frais inclus, la somme que devra débourser l'acheteur sera de 32 075 200 euros, a précisé la maison de vente. Le précédent record avait été établi par une autre voiture frappée du cheval cabré, une 250 GTO de 1962, adjugée 38 millions de dollars en 2014, soit 28,9 millions d'euros selon le taux change à l'époque, à Pebble Beach en Californie. Voilà, la revue de presse c'est fini. Retrouvez-nous demain même heure, même chaîne. Au revoir.